Donc, ceux qui passeront en premier lieu, ce sera par Adjaratou Sall, qui nous parlera de la tontine calebasse. Donc, moi, quand Saskia m'a parlé des banques culturelles, nous avons eu une réunion aussi avec Kémy Bassène. Ce n'est pas un mode de fonctionnement, je pense, qu'on connaît au Sénégal. Voilà. Donc, ce que nous connaissons beaucoup plus. Et l'intitulé nous aide à entrer de plein pied dans ça. La tontine calebasse, une nouvelle forme de solidarité, par Adjaratou Sall. Ancienne peut-être même. Je vais laisser M. Sow quand même peut-être se présenter et ensuite on laissera Adjaratou de nous parler de la tontine calebasse. Bon, bonjour tout le monde, merci M. Gueye. Donc je me présente, c'est professeur Abdoul Sow, je suis de l'université Gaston Berger de Saint-Louis où je suis le chef du département métier du patrimoine. Donc c'est pour nous un réel plaisir de participer donc, à cette rencontre avec mon collègue M. Thiam. On va laisser certainement les présentateurs ou les présentatrices. Et ensuite, par contre, il y a un aspect important, en tout cas pour moi, qu'il fallait replacer. C'est vrai que c'est une idée quand même extraordinaire de vouloir à la fois donc faire des liens entre culture et économie, culture et valeurs surtout financières. Mais quand on regarde le patrimoine africain par rapport au patrimoine européen, on sent que les valeurs ne sont pas les mêmes, en tout cas. La valeur économique, ou en tout cas financière, peut primer sur la valeur symbolique. Donc, je pense qu'il faut aussi peut-être que quelqu'un qui connaît bien, moi je ne suis pas un spécialiste de la question, retrace un peu qu'est-ce qui se fait actuellement au niveau international avec surtout donc, les objets d'art. Et partant de ça, est-ce que ces expériences qui se font à l'échelle internationale, notamment dans les places financières internationales, peuvent aussi, en tout cas, ces expériences peuvent aussi nourrir les artistes, en tout cas africains? C'est un débat que j'aimerais bien, évidemment, lancer, même si je ne suis pas encore en mesure de trouver la bonne réponse. Mais je pense qu'il y a là beaucoup d'éléments, même en parlant tout à l'heure de vocabulaire normé. Là aussi, je pense que ça repose la question des valeurs. Donc, cette question des valeurs-là, on a un travail de fond à avoir. Et puis également, par contre, c'est vrai aussi qu'au niveau de nos structures, au niveau régional, etc., de plus en plus, en tout cas, l'économie va primer. Parce que le fait même qu'une directive de l'UMOA, en tout cas, dit clairement que les ministères de la Culture et le ministère du Tourisme doivent former une entité. Donc il y a là une valeur, en tout cas économique, qu'on essaye de donner à la culture. Mais il se trouve que ce n'est pas encore, en tout cas, une porte qui est préconisée par nos décideurs politiques. Là aussi, je pense que ça nous interroge de revoir ce fonctionnement-là. Et puis, je terminerai par ce propos aussi, qui me semble très important. C'est à la fois aussi les objets rituels, les objets cultuels, jusqu'où ils garderaient ces fonctions-là quand on les dépose dans une banque. Voyez. Mais je pense aussi qu'il y a là un aspect important. Il va sans dire que le thème qu'on anime va plutôt parler de l'économie informelle de la culture. C'est-à-dire que pour le moment, il y a quelque chose qui est reconnu, que les institutions internationales acceptent de porter, mais il y a aussi d'autres formes qui existent et peut-être on a du mal à savoir de quoi il s'agit. Et je pense que ceux qui vont nous entretenir de cette question vont nous donner donc quelques réponses. Merci. Merci. Merci, M. Sow. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Là, on va parler un peu de la tontine calebasse, une nouvelle forme de solidarité. Mais moi, j'interviens en tant que comme introductrice. En fait, c'est Maïmouna qui est garante de calebasse, qui va nous parler réellement de cette forme de tontine nouvelle. Elle est gérante, donc elle va nous faire dire comment ça fonctionne et quel est l'impact de cette forme de tontine là sur les populations. Donc moi, en tant que linguiste, au-delà de l'aspect économique de la tontine calebasse, j'ai retenu plus le terme calebasse qui a suscité mon intérêt, c'est ça en tant que linguiste.
Pourquoi choisir le mot calebasse pour une tontine? Comment de sa fonction culinaire, sociale et rituelle, la calebasse passe à une fonction économique. Donc, c'est ça. Et dans cette introduction, moi, je veux juste revenir sur quelques moments de nos vies liés à la calebasse. Avant de laisser Maïmouna présenter un peu, nous expliquer comment sont conçues les tontines calebasses et comment elles fonctionnent. Donc, Maïmouna va parler plutôt en Wolof, et puis elle va être traduite. Et s'il y a des questions, vous pouvez le dire en français, et puis ça va être traduit par Maïmouna. Mais elle comprend en français, mais elle est plus à l'aise avec le Wolof. Donc là, on va un peu voir un peu l'origine de la calebasse, et puis ses fonctions rituelles, sociales, etc., avant de venir sur la tontine calebasse en tant que telle. Donc pour l'origine de la calebasse, ce qu'on peut dire, que la calebasse est un récipient végétal. Donc elle a différentes nominations dans nos langues. On peut l'appeler Wolof, chez les Wolof leket, chez les Pulaar, elle est appelée horde, Asahal chez les Sérères, Ebiné ou Andiola Fogni, je pense, au Café Mac. Il y a plusieurs appellations. En Mandinka, Mirango, je ne sais pas si c'est ça, ou bien Tchalama. Et donc, ça veut dire que la calebasse est employée par toutes les ethnies. Ce n'est pas seulement au Sénégal, en Afrique, pratiquement en Afrique entière. Donc, elle provient d'un arbre, le calabassier, qui est planté en Casamance. Mais la calebasse en tant que telle est recueillie dans une plante qui s'appelle, on appelle en Wolof le lautan. Vous connaissez le mot lau, c'est quelque chose qui se reproduit facilement. Donc, c'est plutôt ça, c'est une plante rampante et qui est le plus souvent utilisée et le plus facile à utiliser parce qu'elle pousse très rapidement avec seulement un peu d'eau. Donc, il suffit juste d'être dans une zone humide et ensoleillée. Donc, cette plante était cultivée dans ce qu'on appelle les tokers ou bien les tolokers. Ce sont des jardins qui sont situés derrière les maisons, donc derrière les concessions, parce qu'elle se développe rapidement. Elle était considérée comme une plante symbole de la prospérité dans la maison, de porte-bonheur. Et donc, les formes et les tailles sont différentes selon l'usage que l'on va en faire. Donc, si en français, tout est encodé sous le nom de calebasse, c'est pour ça que le thème de vocabulaire aussi, travail sur le vocabulaire, c'est important. Dans nos langues, il y a différents termes qui sont attribués aux différentes formes et tailles des calebasses. Parce que le fruit en tant que tel a un nom différent de la plante. Par exemple, moi je travaille un peu sur le Wolof, mais a des noms aussi différents en fonction de la taille et de la forme. Ce qui fait qu'on peut dire le fruit yomb, et puis le bois de la calebasse non encore taillé, c'est ça qui est le teuj. C'est ce qu'on appelle le teuj, c'est le bois non encore taillé. Maintenant, c'est quand on coupe le bois en deux parties, c'est là où on a la calebasse. Donc on a déjà trois noms pour du fruit, hein, au bois sec et puis à la calebasse en tant que telle. Mais ce qu'on dit leket est une forme de calebasse parmi d'autres. Parce que leket est la calebasse la plus grande. Le plus petit est appelé coq. Il y a différentes formes avec des manches. On a le batou. On a le français englobe tout sous calebasse. Nous, on a différents en fonction des formes et des tailles. Donc, on a le bateau. C'est dommage, j'aurais pu projeter et montrer des images, mais bon, peut-être c'est trop tard. Il y a aussi le plus petit qu'on emploie dans les cérémonies rituelles, qui est andar ou bien laitan. Donc, la calebasse a toujours servi à différentes fonctions et utilisée comme récipient dans divers domaines de la vie. Et donc, comme récipient et instrument culinaire, elle sert, comme vous le savez tous, à contenir des aliments et des liquides qui se conservent très bien. Parce qu'on dit que ça retient les bactéries, ça se conserve bien. Donc, elle est moins jeune comme moi, se rappelle du lard, de la bouillie de mil qu'on mangeait pendant le ramadan, parce qu'il fallait la baraka, la grâce divine, pour manger avec la calebasse, avec tout ça, on se rappelle quand on est petit. Et pour les fonctions rituelles et sociales aussi, lors des baptêmes, à la naissance du bébé, quand on lors du rasage de la tête du bébé par les tantes paternelles, c'est-à-dire les sœurs du père. Ça se faisait avec la calebasse, c'est symbolique. Jusqu'à présent, malgré la modernité, c'est impératif, il faut qu'on ait une calebasse. Et c'est dans cette calebasse-là qu'on met de l'eau et puis la cola, hein, et puis avec ça, et les cheveux du bébé aussi. Donc ça, c'est une rituelle très très importante pour la naissance. Donc la calebasse intervient de notre naissance jusqu'à la mort. Et puis les bouillies de mil qui sont servies également pendant le baptême, c'est toujours servi dans des calebasses,
Maintenant, ça ne se fait plus bien. Ainsi que les colas qui sont servis, qui sont offerts aux invités. Donc, pour ne citer que cela pour la naissance. Pour l'initiation, à l'adolescence également, quand les jeunes hommes revenaient de la circoncision, il leur était servi de la bouillie de myrrhe également dans ces calebasses-là. Donc ça, c'est une rituel. Et pour le mariage, ça c'est encore plus intéressant. Les grains qui accompagnaient le cérémonial du mariage, lorsque la mariée rejoint le domicile conjugal, étaient mis dans ces calebasses, dans une calebasse. Donc tout ça est symbole de prospérité. Mais la calebasse offrant un aspect agréable, facile à décorer, donc elle fait aussi l'objet d'un intérêt artistique vraiment incontestable. Mais cette décoration-là montre maintenant l'évolution des mondes. Parce que maintenant, avec la calebasse, on fait des lampes, des luminaires, etc. De plus en plus, on fait des bijoux, etc. Donc cela montre le brassage entre ethnie et culture, l'évolution des mondes, etc. Donc c'est aussi symbole de rapprochement des peuples et des cultures. Donc c'était un peu ça, c'est quelques exemples pour vous montrer l'importance de la calebasse dans nos cultures. Donc symbole de prospérité, symbole de la croissance, de bonheur et de beauté, hein, mais aussi symbole de discrétion et de secret. Et je crois que c'est pour cela qu'on a appelé cette tontine calebasse. Je vais communiquer sur une expérience qui se tient à la ville de Dakar et qui concerne l'agriculture urbaine. Mais l'agriculture urbaine, mais que nous implémentons dans la ville de Dakar en corrélation avec des projets culturels en même temps. Alors, je vais laisser après la parole au collectif de femmes des femmes de Derklé qui gèrent le jardin de Derklé, parce que je rappelle qu'à la ville de Dakar, je vais revenir là-dessus, nous avons deux jardins, deux expériences de micro-jardinage, dont l'un des jardins est implanté au centre socioculturel des HLM. Je reviendrai pourquoi le choix des centres socioculturels. Et l'autre est implanté au centre socioculturel de Derklé. Et donc, ces braves femmes qui sont là, elles sont dans ce centre-là. Donc, j'ai Madame Aosso qui fait partie de la délégation que nous avons rencontrée. Nous avons Lumbédien, nous avons Balanka Kouyaté, nous avons Ramata Sow, Ramata War du moins, et Jacqueline Bankou. Donc elles sont là, c'est la délégation qui nous vient du centre de Derklé. Donc pour un petit rappel, l'expérience du micro-jardinage et le choix des centres socioculturels. C'est quoi un centre socioculturel? À la ville de Dakar, nous avons 14 centres socioculturels qui sont implantés dans les différentes communes. C'était 19 communes parce que c'était 19 centres en raison d'un centre par commune. Mais malheureusement, la situation est telle que nous avons certains centres qui sont dans les communes dont 4 nous ont échappé. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec à peu près 14 centres. Et même parmi les 14, il y en a un qui nous a échappé, celui des parcelles assainies. Et on est en train de se battre pour le récupérer. Donc, les centres socioculturels, qu'est-ce que c'est à la ville de Dakar? Vous savez, le maillage du territoire, c'est l'institution, la ville de Dakar, qui est une sorte de grande commune, et les autres communes, mais qui sont des communes de plein exercice aussi, qu'on appelait avant communes d'arrondissement. Dans chaque commune d'arrondissement, ancienne commune d'arrondissement, il y a un maire, il y a un conseil municipal et ils ont une autonomie administrative pour fonctionner. Et les textes disent qu'il n'y a pas de tutelle entre la ville de Dakar et les communes d'arrondissement. Mais toutefois, la loi organise des espaces de collaboration entre le maire de la ville et les maires qui sont dans les communes. Et donc, pour l'animation culturelle, au lieu que tout se passe entre l'hôtel de ville et le building communal, avec le maire Mamoudou Diop, nous avons opté pour qu'il y ait des infrastructures culturelles qui sont implantées dans les 19 communes d'arrondissement. Avant, c'était les 19 communes d'arrondissement. Et donc, ces infrastructures-là nous permettent de faire des animations culturelles décentralisées. Ça nous permet aussi que lorsque les acteurs
qui sont à la base, qui sont dans les communes, veulent porter des projets, ils passent par le centre socio-culturel qui transmet à la ville de Dakar. Mais aussi, ces centres-là sont des espaces de collaboration entre le maire de la ville et le maire d'arrondissement. Voilà l'armature administrative. Dans les centres socioculturels, il y a des projets, parce que nous sommes dans un pays où, quand même, la promotion des femmes, les soutiens qui sont faits à la femme sont, c'est assez développé. Et donc, quand on parle d'action socioculturelle dans les centres, on pense surtout, il y a une grande part qui est réservée au groupement de promotion féminine. Et donc, dans les centres, il y a des espaces de formation pour les jeunes filles qui sont initiées à la couture, qui sont initiées à la cuisine, qui sont initiées à l'économie familiale. Autre chose aussi, dans les centres socioculturels, c'est des espaces de collaboration entre la ville de Dakar et les divers acteurs. Pour le cinéma, il y a des centres il y a le cinéma de Grand Dakar, qu'on a fait avec Alain Gomis. Il y a le pôle théâtre qui se trouve au centre de Anne Belair. Il y a la maison des cultures urbaines. Et aujourd'hui, avec le centre du Point E, on est en train d'expérimenter tout ce qu'il y a comme art numérique. Donc voilà pour ce qui est du maillage administratif. Maintenant, pour la question du micro-jardinage, nous l'avons articulé à cette approche-là. Au départ, nous avions dans les années 2006-2007 une collaboration avec l'école nationale, l'école horticole de Cambérène. Parce qu'on voulait développer, parce que nous sommes en ville. Tout à l'heure, j'ai aimé la formule que Madame a donnée, un modèle de Toluker. Donc cette idée de modèle de Toluker, nous avons voulu expérimenter ça. Toluker, c'est le champ de la maison qui se trouve à l'arrière-cour. Nous avons voulu expérimenter ça parce qu'on s'était rendu compte que, voilà, nous sommes en milieu urbain et des fois même la qualité de vie des gens est impactée parce que simplement ils ont des difficultés pour accéder aux légumes frais. Et c'est là on a dit, mais pourquoi ne pas essayer de développer une expérience dans laquelle les gens vont faire de l'agriculture, du jardinage en milieu urbain. Puisqu'il n'y a pas forcément, parce que quand vous dites jardinage, il faut forcément qu'il y ait des terres où jardiner. Finalement, on se dit, on peut avoir des espaces d'expérimentation de micro-jardinage. Et c'est comme ça que l'école horticole de Cambérène est intervenue. Dans un premier temps, on a formé les femmes. On a formé beaucoup de femmes au micro-jardinage. Mais à l'époque, ce que nous avions pu faire en collaboration avec les communes d'arrondissement, c'était de faire de sorte que ce soit dans les écoles, en impliquant l'éducation nationale, que ce soit dans les communes, en impliquant les maires, c'est d'avoir des espaces où les femmes, après avoir fait leur formation à l'école horticole de Cambérène de micro-jardinage, des espaces d'exercice. Et c'est comme ça qu'on a pris les infrastructures publiques que nous avons. Puisque les maires font partie de la communauté scolaire en tant que collectivité territoriale, l'éducation nationale nous a donné la possibilité de nous implanter dans les différentes écoles primaires sur plusieurs communes de Dakar. Autre chose, j'étais secrétaire municipal des Parcelles Assainies. Nous avions donné, dans la réserve foncière de la mairie, dans l'espace communal, des espaces pour que les femmes des parcelles puissent s'exercer. Donc ça, c'était pour les infrastructures publiques. Maintenant, une fois que ces femmes-là maîtrisent ces techniques de micro-jardinage, elles peuvent, si elles ont de l'espace dans leur domicile, pratiquer ça. Et ça leur permet d'avoir des légumes. Et c'est ainsi que nous avons... l'expérience avait tellement marché que finalement, en collaboration avec la FAO et la ville de Milan, nous avons implémenté, la ville de Dakar a pris le soin d'étendre
cette expérience-là un peu partout, que ce soit au rond-point Liberté 6, que ce soit dans les centres socioculturels. Et c'est ainsi que nous avions choisi de mettre en place des micro-jardins. Au centre socioculturel des HLM, j'ai été directeur de ce centre-là, et il y avait des femmes qui, voilà, ils récoltaient régulièrement leurs légumes et vendaient et avaient un revenu. L'autre expérience, c'est Mme Aosso et ses collègues se trouvent au centre de Derklé. Mais là, c'est beaucoup plus, et ils reviendront là-dessus, c'est beaucoup plus développé, c'est beaucoup plus pointu. Et c'est vraiment une chose qui marche parce que, voilà, ce qui étonne le plus, c'est que comment on peut faire jusqu'à ce que cet espace qui est dédié initialement à la culture devienne aussi un espace de développement et d'implémentation d'un projet de jardinage urbain. Donc, la mise en cohérence de ces deux approches a permis d'avoir quand même quelque chose qui, aujourd'hui, fait quand même la fierté de la ville. J'ai trouvé un terrain en très d'avance et l'idée était de juxtaposer agriculture et art contemporain. Donc l'idée était de faire des habitats minimums calqués sur les modèles Bauhaus où, par exemple, une personne a besoin de 25 mètres carrés pour vivre. Les meubles ne dépassent pas 74 cm du sol et deux personnes en couple peuvent vivre sur 37 mètres carrés. Et tout ceci suspendu dans les arbres. Le terrain que j'ai trouvé avait des anacardiers et des manguiers. Comment protéger ces parcelles d'anacardiers tout en gardant les populations? Parce que le terrain que j'ai trouvé, en fait, était un village où les populations avaient fui les violences. Donc comment les faire revenir? C'est de leur proposer du travail. Et comment préserver la nature? Donc les anacardiers, c'est de trouver des noix de cajou ailleurs pour que ces populations puissent transformer les noix de cajou, donc en beurre de cajou ou autre. C'est ce qui m'a amené à Bissau. J'ai eu à discuter avec des agriculteurs qui avaient des parcelles familiales, qui vendaient à 300 francs le kilo, là où au marché on vendait à 500. Mais aller vendre à 500 francs ne donnait pas de garantie de vendre. Alors que vendre à 300, les Indiens venaient vous l'acheter chez vous. J'ai proposé 650 pour que ces agriculteurs puissent, dans un premier temps, se constituer en coopérative, me vendre leur production à 650 pour que je puisse les transformer en Casamance. Donc, quels sont les objets à sauver? C'est d'abord un objet qui n'a pas existé, c'est l'objet africain d'art moderne, qui n'a pas existé, donc qui était à construire. Qu'est-ce qui est à sauver d'autre? Ce sont ces parcelles qui si tôt ou tard allaient disparaître, et offrir 650 était une garantie que ces parcelles continuent de vivre, et également aller chercher des noix de cajou ailleurs était une garantie qu'en Casamance, les anacardiers continuent de vivre. Là, je me retrouve dans la création de valeur, parce que même pour l'art moderne, quand il a fallu créer de la valeur pour l'artiste contemporain, juste après la Seconde Guerre mondiale, les actions qui ont été faites reflètent ce que moi j'avais envie de faire. Des magazines avaient été créés juste après la Seconde Guerre mondiale, Encounter, les fondations américaines s'y sont mêlées, l'intelligence américaine s'y est mêlée, les concerts gratuits de jazz en France et en Europe s'y sont mêlés, juste pour promouvoir un art contemporain qui n'existait que pour couper un cordon ombilical par rapport à l'Europe. On ne peut pas, j'imagine qu'on ne peut pas gagner une guerre et dépendre encore culturellement des pays qu'on a délivrés. Donc c'est ce que les États-Unis ont fait. Et ma démarche était d'inviter l'Afrique dans l'art moderne, connaissant la relation intrinsèque entre l'art moderne et l'art contemporain. Je rentrais dans une création de valeur, donner des rudiments aux artistes africains et aux artisans qui allaient construire ces meubles d'art moderne pour qu'il y ait un visuel dans la continuité. Qu'est-ce qui nous a mené
à l'art contemporain. Je pense qu'il y a un consensus qui doit être trouvé et qui requiert une forme d'intelligence liée peut-être, je le dis, par exemple, aux prétentions peut-être financières. L'objet, ou bien peut-être juste à l'immédiateté du besoin, si besoin il y a, puisque c'est un prêt et que la personne qui dépose son objet a tout le loisir de venir récupérer son objet plus tard. Donc je pense que c'est un consensus on ne peut pas avoir de plaquette quant à la datation, quant à l'authenticité. Ce sera du sur-mesure, je pense. Souvent, c'est des objets utilitaires, communautaires. Donc, c'est-à-dire que tout le monde, à peu près tout le monde, sait à quoi sert l'objet. Et aussi, ça part de la fonction de celui qui vient déposer l'objet. Par exemple, chez les Itanika, il y a un monsieur qu'on appelle le Yotola. C'est un peu un sage dignitaire qui, voilà, à un moment donné, prendra son rôle au sein de la société, deviendra le sage, le connaisseur de tout ce qui a rapport avec leur culture à eux. Et donc cette personne a quelque chose, a 3 objets, une pipe, une besace. Bref, on prend juste le cas de la pipe. Cette pipe, il la fume pour rentrer en contact avec les ancêtres. Et le Yotola que j'ai rencontré a déposé sa pipe à la banque culturelle. Donc là, il n'y a pas vraiment de problème à connaître est-ce que l'objet est authentique ou pas. On sait que c'est authentique parce que lui, c'est le Yotola. Aussi, il y a la femme qui a déposé sa perle traditionnelle qu'elle devait avoir sur ses hanches, mais qu'elle a enlevé pour mettre à la banque culturelle pour pouvoir les conserver et les transmettre à ses enfants. Donc, je ne vois pas, mais c'est vraiment important de savoir comment faire pour connaître l'authenticité ou pas de l'objet. Et à la Banco Parco, ça ne se pose pas vraiment. Est-ce que nous entendons tous la même chose? Ça fait partie des mots sur lesquels il faudrait s'entendre. De même, authenticité et intégrité, puisque l'intégrité est un des critères de l'UNESCO. Qu'est-ce que c'est que l'intégrité d'un bien? Est-ce qu'on met tous le même sens sous le mot intégrité? C'est pour ça qu'on disait aussi ce matin qu'il était très important qu'on définisse ensemble le vocabulaire qu'on va utiliser. L'idée de la preuve aussi. Voilà. Donc je crois que tout ça, il va falloir retravailler sur ces questions-là, mais l'idée n'est pas de refaire, bien sûr, un musée. On ne peut pas faire un musée avec des objets qui par nature sont des objets qui n'appartiennent pas à des mêmes familles, qu'on ne classe pas selon des schémas définis par qui? Qu'est-ce qui définit les grandes catégories quand vous mettez un objet dans la salle objet rituel et l'autre à côté dans objet agricole? Peut-être qu'il y en a qui sont des objets qui sont à cheval sur les deux. Bon, là aussi, il faut définir un peu le vocabulaire que nous allons utiliser. Voilà, c'est tout. Merci. Pour répondre à Daniel sur la question de la nécessité de travailler sur un lexique, sur un vocabulaire, je dirais qu'il faut faire attention de ne pas vouloir uniformiser à nouveau des termes, qu'il faut au contraire garder cette polyphonie, ces différents sens, et que justement, ce qui est riche, c'est qu'un objet a plusieurs sens et on ne va pas essayer de définir ici une définition qui va être une nouvelle manière d'homogénéiser dans le bon sens, dans cette idée d'universalisme. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse attention de garder cette polyphonie des voix, de sens, et c'est ça qui rend riche, et de ne pas essayer de construire un méga lexique où tout le monde va essayer de se retrouver. C'est juste pour répondre à ça.